Ma femme a écrit, au bar avec des collègues. Mais j'étais assis juste derrière elle. J'ai crié, avec des collègues, tu dis? Ma femme s'est retournée, pâle. Tu es paranoïaque, Roland. Sa voix a transpercé la cuisine comme une lame déchiquetée. Daniel se tenait près de l'îlot, agrippant son téléphone comme si c'était une fragile ligne de vie qu'elle devait protéger à tout prix. Non, je suis observateur, ai-je répondu, mon ton neutre, glacial. Tu veux m'expliquer pourquoi un homme nommé Jean veut te retrouver à la vigne de velours avec pas moins de 3 émojis clin d'œil? Elle a ricané, mais ses yeux ont filé vers la fenêtre, cherchant une issue qui n'existait pas, ce n'est qu'un collègue. Nous prenons un verre après le travail parfois. C'est complètement professionnel. Des verres professionnels avec des émojis qui donnent l'impression qu'ils te demandent d'apporter de la lingerie? Ma voix n'a pas haussé le ton. Elle n'en avait pas besoin. C'est ça ta définition d'une réunion d'équipe de nos jours? Mon Dieu, Roland, arrête d'essayer de tout transformer en contre-interrogatoire de tribunal. Tu déformes tout. Tu fais toujours ça. Tu sais toujours tout, les jeux coupés, toujours calme. Je t'écoute. Vas-y, convainc-moi. Sa posture s'est raidie. Daniel avait toujours été doué sous la pression. C'était en partie ce qui m'avait attiré chez elle des années auparavant. Mais ce soir, son vernis se fissurait. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de ranger le téléphone comme si elle pouvait effacer ce que j'avais déjà vu. Il n'y a rien. Tu ne fais que projeter. J'ai failli rire. Encore ce mot, projeter. C'est la 3e fois ce mois-ci. C'est ce que ton collègue t'a dit de dire? Elle m'a foudroyé du regard, le masque tombant complètement. Tu es fou. Non, je suis méticuleux. Tu sais que les chiffres ne mentent pas. Ni les horodatage ou les métadonnées GPS. Mais les gens inventent des histoires. Un long silence a suivi. Seul le bourdonnement du réfrigérateur remplissait la pièce. Les yeux de Daniel contenaient une lueur de panique derrière le feu. Elle répétait sa prochaine réplique, passant mentalement en revue toutes les excuses qui pourraient le mieux fonctionner. J'ai pris la planche à découper sur le comptoir, l'ai glissée dans l'évier et j'ai éteint la lumière de la cuisine. Nous n'avons pas terminé, a-t-elle marmonné. Nous n'avons jamais vraiment commencé. Je suis passé devant elle, mon épaule effleurant légèrement la sienne. Pas assez pour être dramatique, mais juste assez pour rendre ma présence impossible à ignorer. Son parfum s'est accroché à moi une seconde de trop. En haut, dans le bureau faiblement éclairé, je me suis assis et j'ai fixé le mur blanc. Cette maison, ce pavillon en meulière de 2 étages avec ses arbustes soignés et son impasse tranquille dans les Yvelines, avait toujours été mon refuge contre le chaos. Mais ce soir, chaque surface semblait malhonnête, comme si l'endroit lui-même avait rejoint la comédie. Mon nom est Roland Dubois. Je suis contrôleur à la Cour des comptes. La plupart des gens pensent que cela semble aride, peut-être même ennuyeux, mais pour moi, tout est question de schéma, de cohérence, de mathématiques pures qui ne changent pas d'avis au milieu de la conversation. C'est ce qui a fait que l'histoire de Daniel s'est effondrée si rapidement. Il n'y avait aucune logique, juste du bruit, de la diversion. Pendant des années, j'ai pensé que notre vie était équilibrée. Nous partagions les courses, choisissions à tour de rôle les films du vendredi soir, entretenions notre pelouse assez bien pour gagner la mention d'honneur mensuelle du syndic du lotissement. Nous n'étions pas passionnés, non, mais nous étions efficaces. Fonctionnels. Maintenant, je réalise que la fonction peut aussi être un masque. Et si Daniel pensait que j'allais simplement laisser passer ça, si elle croyait vraiment qu'un petit mensonge bien ficelé pouvait résister à mon examen, alors elle avait oublié la chose la plus importante à mon sujet. Je ne bronche pas quand les chiffres passent dans le rouge. Et je n'agis pas sans un plan. Daniel ne m'a pas adressé la parole le lendemain matin. Elle a simplement flotté dans la cuisine dans sa robe de chambre en soie comme si elle n'avait pas mis la nuit précédente en lambeaux avec ce déni strident. Elle a versé du café avec toute la grâce d'une femme jouant dans sa propre comédie. Légère, souriante, contrôlait un fantôme parfaitement maquillé. Je l'ai observée en silence de l'autre côté de l'îlot de cuisine, les bras croisés, la chaleur de la céramique de ma tasse ne faisant rien pour le froid qui s'installait dans ma poitrine. Elle fredonnait. Ça a été la goutte d'eau. Tu travailles tard ce soir, ai-je demandé nonchalamment, le regard fixé sur son visage, pas sur le calendrier qu'elle faisait semblant de vérifier. Elle a levé les yeux trop rapidement. Même. Oui, nous avons du retard. Je risque de rentrer tard. D'accord.
Bien sûr. J'en suis resté là. Elle m'a déposé un baiser sur la joue, lèvres chaudes, yeux froids, et s'est éloignée pieds nus vers les escaliers. J'ai compté exactement 6 minutes avant d'entendre la douche se mettre en marche. Elle prenait toujours de longues douches avant les grandes soirées. L'odeur de son parfum flottait dans le couloir lorsque je suis sorti. Je ne suis pas allé au travail. J'ai conduit 28 minutes à travers la banlieue jusqu'à un quartier que je n'avais pas vu depuis des années. Calme, bordé d'arbres, début d'hiver, des feuilles brunes crissant sur l'asphalte. Le nom de Michel Perrin était sur la boîte aux lettres. Un modeste pavillon bleu avec des carillons sur le porche. Le genre d'endroit qui murmurait « Je vis simplement ». J'ai frappé 2 fois. La porte s'est ouverte après quelques secondes et il était là. La trentaine, barbe taillée, pull fin, confortable mais soigné. Il ressemblait à un homme qui ne savait pas que son nom avait été mêlé au problème de quelqu'un d'autre. « Michel Perrin ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, méfiant. « Oui. » Roland Dubois, le mari de Daniel. J'ai tendu la main. Son expression a changé. Surprise, reconnaissance, puis lassitude. Oh, waouh. Salut. Daniel, bien sûr. Oui. Tout va bien? Ça vous dérange si j'entre 1 minute? Ai-je dit. Ma voix était froide, mais pas impolie. Je ne serai pas long. Il a hésité, puis s'est écarté. L'intérieur de sa maison correspondait à l'homme. Propre, sans prétention, confortable dans son manque d'ambition. Un fanion d'une grande école au mur, un canapé en cuir usé. Il m'a offert de l'eau, que j'ai refusée. Désolé de me présenter à l'improviste, ai-je commencé. Daniel a mentionné que vous deviez vous voir cette semaine. Je voulais juste prendre contact. Je pensais que c'était peut-être un événement du département, un truc d'équipe. Vous savez comment les conjoints aiment se synchroniser. Michel a froncé les sourcils. Me voir, moi? Vous n'alliez pas à la vigne de velours cette semaine? Il a secoué la tête lentement, les sourcils froncés. Non. Je veux dire, je ne suis sorti nulle part avec Daniel depuis des mois. Nous étions tous les deux sur cette commission de subvention, mais ça s'est terminé il y a des semaines. Pas de cocktail, pas de soirée au bar, rien de prévu. Sa voix était honnête, hésitante, mais pas sur la défensive. J'ai hoché la tête, regardant brièvement la photo encadrée sur la cheminée. Michel avec son chien, un labrador jaune. Le genre d'image pour laquelle on ne pose pas si on mène une double vie. J'ai étudié sa posture, la façon dont il se déplaçait sur place, confus mais pas évasif. Aucun indice. Merci pour votre temps, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Il m'a suivi. Est-ce que tout va bien entre vous deux? Je me suis retourné, j'ai croisé son regard. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un vous dit la vérité, mais pas toute la vérité? Il a eu un demi-sourire. Bien sûr. Ça arrive tout le temps dans les réunions budgétaires. J'ai eu un léger rictus, puis j'ai hoché la tête une fois et je suis parti. De retour dans la voiture, je suis resté assis un long moment avant de tourner la clé. Mes doigts tambourinaient sur le volant. Ce bourdonnement nerveux dans mon estomac avait changé. Ce n'était plus de l'incertitude, plus de l'espoir. Il s'était cristallisé en quelque chose de plus dur. Je ne chassais plus des fantômes. Daniel mentait, pas un simple mensonge pieux, pas un malentendu, une invention pure et simple, dite en face. Et quoi que cet homme au bar signifiait pour elle, il n'était certainement pas juste un collègue. Quand je suis rentré à la maison, elle était déjà partie. Je pouvais sentir le fantôme de son parfum dans le couloir, floral et précis, et je savais sans vérifier que ses talons noirs préférés manquaient dans le placard. Je me suis assis sur le bord de notre lit, fixant sa coiffeuse vide. Mon travail a toujours été de repérer les irrégularités dans les budgets, les contrats, les processus. Trouver la faille. Retracer la fuite. Isoler la source. Ce soir, les chiffres ne se contentaient pas de ne pas correspondre. Ils hurlaient. Et je n'avais aucune intention de les laisser sans réponse. C'est étrange comme certains endroits ressemblent exactement au son de la trahison. La vigne de velours était sombre et lustrée, bourdonnant de jazz feutré et de verre qui s'entrechoquent. C'était le genre d'endroit où l'on allait quand on voulait que la lumière tamisée embellisse les mensonges audacieux. Je me suis garé à 2 rues de là, j'ai fait le reste à pied. Chaque pas semblait mesuré, comme si j'opérais ma propre vie.
à l'intérieur, je suis resté dans l'ombre, me faufilant à travers des groupes de rire et de flirt jusqu'à ce que je trouve un point de vue parfait, à moitié dissimulé derrière une colonne près de la section des banquettes du fond. Et elle était là. Danielle était assise, les jambes croisées juste comme il faut, un verre de vin à la main, les yeux pétillants d'amusement. Son rire, il résonnait comme s'il appartenait à quelqu'un qui n'avait pas laissé une tempête derrière lui dans la cuisine la nuit dernière. Elle n'était que dents, parfum et charme, et il était là, à côté d'elle. L'homme portait un blazer sur mesure, sans cravate, un sourire suffisant se dessinant au coin de ses lèvres. Il se penchait légèrement comme s'il savait déjà qu'il l'avait. Ses doigts effleuraient le bord de son verre alors qu'elle penchait la tête à quelque chose qu'il disait. Riant à nouveau, plus bas maintenant, plus intime. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo. Puis j'ai tapé le message. Comment ça va au bar? Je l'ai regardé s'interrompre au milieu d'un rire pour jeter un œil à son écran. Elle a répondu pile au bon moment. Juste sorti avec des collègues. Si fluide, si rodé. Je suis sorti de derrière la colonne, laissant les lumières ambrées du plafond frapper mes épaules. J'ai avancé à pas lents et délibérés vers la banquette. Daniel me tournait le dos, mais l'homme m'a vu le premier. Son sourire a vacillé. Je me suis arrêté juste à côté de la table. Alors, avec des collègues au bar, c'est ça, ai-je demandé, la voix basse et froide. Daniel s'est retourné. Le sourire était encore à moitié formé sur son visage quand elle m'a vu. Il s'est brisé instantanément. Son verre de vin a glissé de ses doigts, se fracassant sur le parquet. Le liquide cramoisi a éclaboussé le sol et ses talons. Quelques têtes se sont tournées. La musique ne s'est pas arrêtée, mais l'ambiance, si. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Elle a regardé de moi à lui, puis de nouveau à moi, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Il s'est levé, surpris. Eh, mec. On ne s'est pas assis, ai-je dit sans le regarder. Il s'est rassis. Daniel s'est levé lentement, les lèvres tremblantes. Roland, je ne suis pas ici pour faire une scène, les jeux coupés. Je voulais juste confirmer un lieu. J'ai levé mon téléphone. La conversation entre nous était toujours visible. Ses yeux se sont posés dessus, puis sont tombés sur le vin renversé. Toutes les personnes à proximité avaient recommencé à faire comme si nous n'étions pas là. Je me suis tourné pour partir. Daniel a attrapé ma manche. Attends, Mais j'ai reculé juste assez pour que ses doigts me manquent. Puis je suis sorti, dehors, dans l'air de la nuit où le froid ne semblait pas aussi cruel que le mensonge. Elle voulait une performance. Elle avait choisi le mauvais homme à qui mentir. Nous n'avons pas parlé pendant les 10 premières minutes du trajet. Les seuls sons étaient le bourdonnement sourd des pneus sur la chaussée humide et le faible cliquetis de son bracelet chaque fois qu'elle bougeait sur le siège passager. Danielle était assise, rigide, les mains serrées sur ses genoux comme si elle se préparait à l'impact, bien que la véritable collision ait déjà eu lieu. De retour à la banquette, mes doigts se serraient sur le volant plus que nécessaire, les jointures pâles sous les lampadaires. Elle a finalement rompu le silence. Je ne voulais pas que ça arrive. Je n'ai rien dit. Les essuie-glaces se déplaçaient en mouvement lent et régulier. Dehors, les banlieues défilaient, fenêtres éclairées, allées, vies tranquilles épargnées par la trahison. Daniel s'est tourné vers moi. C'était censé être juste un verre. Juste pour parler. Je n'ai pas, comment s'appelle-t-il, ai-je demandé, tranchant sa phrase comme un scalpel. Elle a hésité. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je ne l'ai pas regardé. Tu as dit que c'était un collègue. Quel est son nom complet? Une pause. Puis finalement, à peine au-dessus d'un murmure, Alexandre Roche. Je n'ai pas réagi. J'ai juste laissé le nom s'installer dans l'espace entre nous comme de la fumée. Je suis désolé, a-t-elle dit, la voix se brisant maintenant. Roland, je ne voulais pas que ça aille si loin. Je n'ai pas répondu. Nous avons tourné dans notre rue, les phares balayant des allées familières. Notre maison attendait au bout, la lumière du porche toujours allumée comme une sorte de blague. Un phare pour une maison qui ne me semblait plus être la mienne. Elle a essuyé ses joues alors que nous nous garions dans l'allée. J'ai coupé le moteur mais je n'ai pas bougé. Mon regard est resté fixé devant, ma respiration régulière malgré le feu qui montait dans ma poitrine. J'ai tout gâché, a-t-elle murmuré. Mes mains se sont détendues sur le volant.
J'ai finalement tourné la tête, la regardant vraiment. Ses yeux étaient rouges, son mascara avait coulé. Elle avait l'air petite, coupable, mais je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti une clarté absolue. Tu as menti, ai-je dit calmement. À plusieurs reprises et sans hésitation. Elle a dégluti difficilement. Je pensais que je pouvais y mettre fin avant que ça ne te blesse. Un sourire amer a étiré ma bouche. C'est le genre de mensonge que les gens se racontent pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils veulent. Le visage de Daniel s'est tordu. Tu penses que je voulais ça? J'ai légèrement penché la tête. As-tu mis un terme? Ça l'a fait taire. Le silence qui a suivi n'était pas seulement gênant. Il était révélateur, lourd de la prise de conscience qu'aucune excuse ne pouvait inverser la tendance une fois qu'elle était en chute libre. Je suis sorti de la voiture sans un autre mot et j'ai monté les marches du perron. Elle a suivi de près, silencieuse maintenant. À l'intérieur, la maison était exactement comme nous l'avions laissée. Propre. Immobile. Un musée de la routine domestique. Les clés dans le bol, les chaussures à leur place, le courrier empilé sur le comptoir. Un espace construit par deux personnes qui s'étaient fait confiance plus qu'elles n'auraient dû. Daniel se tenait près de la porte, les bras enroulés autour d'elle. « Je ne veux pas tout perdre », a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît, Roland, je ferai n'importe quoi. Je quitterai mon travail. Je bloquerai son numéro. Je veux juste. S'il te plaît. » Je me suis tourné lentement vers elle. Ma voix est restée calme, stable. « Tu as déjà perdu la seule chose qui comptait. » Elle a cligné des yeux. « Quoi ? » Ma confiance. Je suis passé devant elle et j'ai monté les escaliers. Chaque pas était mesuré. Derrière moi, je l'ai entendu sangloter, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Elle pleurait maintenant. Moi, je ne faisais que commencer. Le matin est arrivé trop vite. J'ai à peine dormi, je suis surtout resté allongé à fixer le plafond, comptant le silence comme s'il s'agissait de chiffres sur un registre. Daniel n'était pas à côté de moi quand je me suis finalement levé. Son côté du lit était froid, les draps froissés comme si elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner ou à se cacher ailleurs dans la maison. Je suis descendu. Notre cuisine avait l'air douloureusement normale, une tasse de café sur le comptoir, l'odeur de crème à la vanille flottant dans l'air, la lumière du soleil se déversant, propre et innocente, sur le carrelage. Daniel se tenait près de l'évier, serrant un torchon comme si c'était une ancre qui la maintenait debout. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux ont scruté mon visage avide, craintif, désespéré. Je ne lui ai rien donné. Je me suis versé un café, je me suis assis à table et j'ai bu une lente gorgée. Elle est restée figée, comme si parler sans permission pouvait empirer les choses. Bien. Elle comprenait les enjeux. J'ai posé la tasse et je l'ai enfin regardée. J'engage un détective privé. Les mots ont atterri avec la force d'un marteau. Le corps de Daniel a tressauté comme si elle avait été frappée. Roland, non. Sa voix était mince, se brisant sur la seule syllabe. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire ça. Je te l'ai dit. Je t'ai dit que j'avais fini. Je ne le vois plus. J'ai remué mon café paresseusement. Si c'est vrai, alors le détective ne trouvera rien. Ça semble assez simple. Sa respiration est devenue vive et irrégulière, comme si elle essayait de se stabiliser sur un pont en pleine tempête. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit faiblement. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut parler. Ne fais pas entrer un étranger dans nos vies. J'ai haussé un sourcil. Un étranger a déjà été invité dans nos vies. Tu lui as envoyé une invitation. La couleur a quitté son visage. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté à nouveau. Tu ne trouveras rien. Je jure que c'est fini. J'ai fait une erreur. Je détestais la rapidité avec laquelle ce mot sortait de sa bouche. Comme si ça l'excusait, comme si la trahison était une faute de frappe qu'elle pouvait effacer en suppliant assez fort. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés. Daniel s'est traîné vers moi, trébuchant presque. Roland, regarde-moi. On peut surmonter ça. Je ferai mieux. Je te le prouverai. Dis-moi juste ce que tu veux. Je ferai n'importe quoi. Sa voix était frénétique,
mais ses yeux portaient toujours cette vieille habitude de diriger la conversation. Elle ne comprenait pas. La manipulation perd son pouvoir une fois que les chiffres sont révélés. J'ai finalement croisé son regard. Je l'ai tenu. Tu en as assez dit. Sa bouche a tremblé. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si. J'ai glissé mon portefeuille dans ma poche. Une bonne enquête n'expose pas seulement ce qui s'est passé. Elle clarifie qui sont vraiment les gens. Roland. Elle a tendu la main vers mon bras, le bout de ses doigts effleurant ma manche comme si elle avait peur de me toucher. J'ai reculé. Sa main est tombée. Et s'il trouve quelque chose? Elle a dégluti. Qu'est-ce qui se passera alors? Je n'ai pas répondu. Le silence lui-même était le verdict. Daniel s'est effondré sur le tabouret de bar, se couvrant le visage. Je suis passé devant elle, le plancher en bois frais sous mes chaussures, chaque pas solide et sans hâte. Je me suis arrêté à la porte, non pas pour reconsidérer, mais simplement pour mettre de la distance entre nous. Tu devrais espérer qu'il ne trouve rien, ai-je dit doucement. Puis je suis parti. Dehors, l'air était vif, encore teinté d'hiver. Je suis resté sur le porche un moment, inspirant profondément, laissant le froid s'installer en moi. La vérité ne se cache pas. Elle attend simplement que quelqu'un d'assez patient la découvre. Je suis monté dans ma voiture et j'ai fermé la portière, étouffant le faible son des sanglots de Daniel provenant de la cuisine. Le moteur a vrombi. J'ai reculé hors de l'allée, sans jamais jeter un coup d'œil à la fenêtre où je savais qu'elle se tenait, en train de regarder. Si la confiance était morte, alors le dénouement viendrait par la force, pas par la pitié. Et je n'avais aucune intention de lui accorder du réconfort. Pas maintenant, plus jamais. Une semaine s'est écoulée par fragments. J'ai rempli le temps avec de l'ordre. Des matins précoces, des chemises propres, des tâches précises. Plus Daniel marchait sur des œufs, plus je devenais mécanique. Chacun de mes mouvements semblait affûté comme une pointe. Elle essayait de faire semblant que tout était normal, préparer le dîner, plier du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. Souriait trop souvent, comme si les sourires pouvaient antidater la loyauté, mais je ne la regardais jamais plus longtemps que nécessaire. Puis, un après-midi, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai répondu. Dubois à l'appareil. Monsieur Dubois. C'est Bruno Lafont, consultant en sécurité privée. J'ai quelques mises à jour. Je n'ai pas parlé, j'ai simplement attendu. L'homme s'appelle Alexandre Roche. Il possède une société de conseil en technologie. Une vraie entreprise, rien de louche. Petite équipe, rentable. Plus important encore, il est impliqué avec votre femme depuis au moins 1 an. Silence. Bruno a continué, sa voix précise. Il fréquentait régulièrement le même bar. Des réservations d'hôtels, une à Versailles, une autre à Saint-Germain-en-Laye. La dernière visite enregistrée remonte à environ 6 semaines. Rien de récent, ce qui suggère qu'elle dit peut-être la vérité sur la fin de leur relation, mais cela s'est produit de manière constante et délibérée. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas le voir. Il y a des preuves photographiques, y compris une sortie d'hôtel en octobre dernier. Horodaté. Voulez-vous que je vous les envoie par courriel? Non, ai-je dit rapidement. Gardez-les. Je les récupérerai en personne. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone et j'ai fixé le grain de mon bureau pendant un long moment. Donc, ce n'était pas juste un dîner. C'était une histoire. Elle n'avait pas avoué. Elle s'était effondrée face à la révélation. Ce soir-là, je suis rentré tard. Daniel m'a accueilli à la porte avec des yeux qui voulaient quelque chose. De la pitié, du pardon, peut-être juste des informations. Je n'ai rien offert. Nous nous sommes assis à table sans cérémonie. Le dîner était intact entre nous. Des pâtes trop cuites qu'elle avait gardées au chaud trop longtemps. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas parlé. Elle a finalement craqué. Tu as trouvé quelque chose? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il dirige une société de conseil. Tu ne me l'avais pas dit. Son visage a changé. À peine, mais suffisamment. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Ça en a, elle a dégluti difficilement. Je t'ai dit que j'avais mis fin à tout ça. Parce que tu t'es fait prendre, ai-je dit sèchement. Pas parce que tu avais fini.
La voix de Daniel s'est élevée, cassante de peur. Tu ne comprends pas. Il était différent au début. Il m'écoutait. Il me donnait l'impression d'exister. J'ai légèrement reculé ma chaise, la mâchoire serrée. Alors va exister pour lui. Son souffle s'est coupé. Il ne le fera pas. Il ne veut plus de ça. Il a dit que c'était une erreur. Que nous devrions arrêter. Homme intelligent, ai-je marmonné. Elle a levé les yeux brusquement, scrutant mon visage. S'il te plaît, Roland. J'ai tout gâché, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis penché, calme et froid. Penses-tu qu'il te choisira plutôt que son entreprise? Elle s'est figée. Quoi? Parce que je le rencontre. Demain, pour un café, dans un lieu public. Ne t'inquiète pas, j'ai fait une pause, savourant la lueur de panique dans ses yeux. Il me dira ce que tu n'as pas voulu me dire. Non, a-t-elle chuchoté, la main tremblant sur le bord de la table. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne le ruine pas. Il n'est pas comme ça. J'ai souri sans chaleur. Tu aurais dû y penser avant de le mettre entre nous. Daniel tremblait maintenant, tout son corps tendu par l'effroi. Je t'ai dit que je ne l'avais pas vu depuis. S'il te plaît, ne détruis pas sa vie. Ne détruis pas la mienne. Je me suis levé, lentement et délibérément. Je ne détruis rien. Je fais un audit. Et sur ce, je suis parti. Elle ne m'a pas suivi. Le bistrot était élégant, tout en métal brossé et en ampoules de verre suspendues, bourdonnant de ce genre de conversation douce que l'argent protège habituellement. J'ai choisi une table près du fond calme, sans miroir. Je préfère toujours les lignes de vue directes. Alexandre est arrivé avec 7 minutes de retard. Il m'a repéré instantanément. On pouvait voir la reconnaissance le frapper comme une éclaboussure d'eau froide. Grand, blazer ajusté, barbe fraîchement taillée. Ses pas étaient rapides, incertains. Il ne s'est pas assis avant que je ne lui indique la chaise en face de moi. Monsieur Dubois, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai offert un bref hochement de tête. Je vous remercie d'être venu. Il a jeté un coup d'œil au menu, bien que nous sachions tous les deux qu'il n'était pas là pour la nourriture. Je vais être direct, ai-je commencé, en joignant les mains. Vous et ma femme avez un historique documenté. Je ne suis pas ici pour crier ou faire une scène. Je suis ici parce que j'aime les fins nettes. La vôtre est en suspens. Alexandre a cligné des yeux, se penchant légèrement en avant. Écoutez, je ne voulais pas que les choses se compliquent. Elles se compliquent toujours quand on empiète sur le territoire d'autrui, ai-je dit, la voix calme. Mais je ne suis pas ici pour vous sermonner. Je suis un auditeur d'État. Je travaille avec des chiffres, de la documentation. J'aimerais que vous confirmiez votre implication par écrit et que vous fournissiez une preuve photo, message, quelque chose d'indéniable. Son visage a pâli d'un ton. Est-ce une sorte de menace? Non, c'est une option. Alexandre a regardé autour de lui, essayant de déterminer s'il était tombé dans un piège. Ses doigts tapotaient le bord de la table, l'anxiété suintant de sa posture. Elle a dit que vous saviez, a-t-il marmonné. Je m'en doutais, ai-je répondu. Maintenant, je confirme. Vous voyez, Daniel a dit que ce n'était rien. Puis elle a dit que c'était fini. Puis elle a dit que vous n'étiez plus un facteur. Mais vous l'étiez. Alexandre s'est frotté la mâchoire. Nous n'essayons pas de vous faire du mal. Je lui ai adressé un sourire sans humour. Vous avez réussi quand même. Le silence s'est étiré entre nous. Puis, lentement, il a sorti son téléphone de son manteau, a ouvert la galerie, a balayé quelques fois, puis l'a tourné vers moi. Une photo d'il y a 1 an. Lui et Daniel devant un hôtel. En plein baiser, sa main sur sa poitrine, son bras autour de sa taille. Des feuilles d'automne en arrière-plan. Horodaté. La preuve. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement hoché la tête et j'ai tendu la main vers le téléphone. Envoyez-moi ça par courriel. Alexandre l'a fait, silencieusement. Le message a vibré dans ma boîte de réception quelques secondes plus tard. Pourquoi faire ça, a-t-il finalement demandé. Pourquoi venir me voir? Parce que votre histoire confirme la vérité qu'elle a refusé de dire à voix haute.
Et je ne crois pas qu'il faille laisser les mensonges pourrir tranquillement dans le noir. Alexandre a baissé les yeux sur la table. Allez-vous me dénoncer? Ruiner mon entreprise. Je me suis levé, j'ai glissé le téléphone dans ma poche. Pas à moins que vous ne me donniez une raison de le faire. Il a ouvert la bouche comme s'il avait quelque chose d'autre à dire, mais je m'éloignais déjà. Dans les toilettes, je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu un homme dans un manteau sur mesure avec des chaussures propres et une main ferme. J'ai vu quelqu'un qui croyait que la précision pouvait protéger contre le chaos. Mais la trahison n'est pas aléatoire. Elle est calculée. Et ce soir, j'avais simplement fait le calcul. J'ai violemment heurté le miroir avec mon coude. Le verre s'est brisé instantanément, se propageant en toile d'araignée depuis le point de contact. Des éclats sont tombés dans le lavabo, brillants et déchiquetés. Mon reflet s'est brisé en une douzaine de versions fracturées de moi-même, chacune plus en colère que la précédente. Pendant une seconde, je n'ai pas bougé, me contentant de saisir les bords du lavabo, respirant fort. Dehors, des voix murmuraient nerveusement. Je me suis rincé la main, j'ai laissé le désordre derrière moi et je suis retourné dans le restaurant comme si de rien n'était. En passant devant la réception, l'hôtesse a légèrement sursauté, regardant vers le couloir. Je lui ai adressé un signe de tête poli. Toutes mes excuses, ai-je dit doucement. Un accident dans les toilettes. Je couvrirai les frais en euros. Elle a hoché la tête, trop surprise pour poser des questions. Je suis sorti dans la nuit. La pluie avait commencé. Parfait. De fines aiguilles froides tapotant sur mes épaules alors que je marchais vers la voiture. Je me suis glissé derrière le volant, j'ai affiché à nouveau la photo. La preuve, claire et définitive. Daniel avait menti avec un sang-froid parfait, mais son histoire était terminée maintenant. La mienne ne faisait que commencer. La pluie m'a suivi jusqu'à la maison, ruisselant sur le pare-brise comme si elle essayait de laver la nuit. Mais aucune quantité d'eau ne pouvait effacer ce que je portais maintenant. J'ai conduit plus lentement que d'habitude, non pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce que je voulais le calme. Un dernier moment de silence avant que tout ne change. La maison brillait doucement lorsque je me suis garé dans l'allée. La lumière du porche allumée, les rideaux tirés. À l'intérieur, je pouvais voir des ombres vaciller. Du mouvement. Daniel était à la maison. Je suis entré, secouant le froid. La chaleur m'a frappé en premier, puis l'odeur. Ail, romarin, pain fraîchement cuit. Le dîner. La table était mise, bougies allumées, serviettes en tissu plié, vin déjà versé dans les verres. Elle se tenait dans la cuisine, portant un tablier, remuant quelque chose sur la cuisinière comme si c'était juste un jeudi soir de plus en banlieue. Elle s'est retournée dès qu'elle m'a entendu. Son visage s'est illuminé de ce sourire soigneusement construit. Tu es en retard. Je l'ai gardé au chaud. Je n'ai pas dit un mot. Elle s'est approchée de la table, faisant des gestes comme une hôtesse essayant d'orienter une conversation. J'ai fait ce poulet rôti que tu aimes. Je me suis dit qu'on pourrait repartir à zéro. Juste parler, juste nous. Je me suis approché de la table, j'ai sorti le téléphone de mon manteau et je l'ai posé doucement, face visible. La photo brillait sous la lueur des bougies. Ses yeux sont tombés, se sont fixés sur l'image. Son souffle s'est coupé avant sa voix. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. Elle a tendu la main vers le téléphone avec des mains tremblantes. Quand ses doigts ont touché l'écran, son sang-froid s'est effondré. Non, a-t-elle chuchoté. Non, Roland, s'il te plaît. Les larmes ont monté rapidement. Ses genoux ont légèrement fléchi et elle s'est agrippée au dossier d'une chaise pour garder l'équilibre. Où as-tu eu ça? Qui te l'a donné? Je suis resté immobile, la regardant s'effondrer. Elle s'est tournée vers moi, le visage décomposé, le mascara coulant déjà. C'était une erreur. Je jure que ce n'était pas censé signifier quoi que ce soit. Nous avons arrêté. J'ai arrêté il y a des mois. Mais tu n'as pas avoué, ai-je dit doucement. Tu as attendu. Tu as menti encore et encore. Parce que j'avais peur, elle s'est avancée. Je pensais que je pouvais arranger ça sans te perdre. J'ai regardé autour de la pièce. Les bougies, le vin, le jazz feutré jouant faiblement en arrière-plan. Tu pensais vraiment qu'un dîner annulerait tout ça? Elle a hoché la tête, désespérée. J'étais désespéré.
Je voulais juste quelque chose à quoi me raccrocher. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai prononcé les seuls mots qui devaient être dits. Fais tes valises. Tu pars ce soir. Sa bouche s'est ouverte, le son coincé quelque part entre un hoquet et un sanglot. Roland, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu es mon mari. On peut arranger ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit sèchement, en y mettant fin. Elle est tombée à genoux à côté de la table, les larmes coulant maintenant librement, la voix tremblante de chagrin. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Ne jette pas tout ce que nous avons construit. J'ai fait un pas en arrière. C'est toi qui l'as déjà jeté. Daniel a attrapé ma jambe, sanglotant maintenant. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai mon travail. Je quitterai le pays. J'irai en thérapie. Juste s'il te plaît ne me fais pas partir. J'ai repris mon téléphone de la table, je me suis tourné vers le couloir. Ses cris m'ont suivi, résonnant sur les murs, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. Elle avait construit toute une seconde vie pendant que je faisais le travail de maintenir la première. Maintenant, elle les voyait toutes les deux s'effondrer. Et je n'avais aucune intention d'adoucir la chute. Le son de la porte d'entrée se refermant derrière moi semblait plus lourd que d'habitude, comme si la maison elle-même avait expiré une fois que je me suis éloigné d'elle. Daniel était toujours dans le salon, effondré près de sa valise, pleurant dans ses mains. Je ne l'ai pas pressé. Je ne l'ai pas réconforté. Je lui ai donné de l'espace uniquement pour pouvoir récupérer le mien. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte doucement et je me suis assis à mon bureau. La photo d'Alexandre était toujours ouverte dans ma boîte de réception. Je l'ai regardée une dernière fois, juste assez longtemps pour laisser la clarté se durcir. Puis j'ai fermé l'onglet. J'ai pris le téléphone. Mon avocat a répondu à la deuxième sonnerie. Roland, ça va? Je vais bien, ai-je dit. C'est le moment. Préparez les papiers. Une pause. Alors, tu es sûr? Je n'ai jamais été plus sûr. La conversation a été courte, précise. Pas d'émotion, juste de la logistique. 1 heure pour signer. Une stratégie pour la division des biens. J'ai raccroché, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Quand je suis retourné dans le couloir, le seul son était le tic-tac de l'horloge murale. Minuit moins 10. J'ai trouvé Daniel toujours par terre, sa valise à côté d'elle comme un symbole de défaite. Elle a levé les yeux, le mascara coulant sur ses joues, les mains tremblantes serrant un coussin du canapé comme s'il pouvait la sauver. J'ai appelé mon avocat, ai-je dit. La procédure de divorce sera lancée demain matin. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Elle s'est mise à genoux, rampant vers moi comme un écho d'une vie que je connaissais. S'il te plaît, Roland, je ne peux pas partir ce soir. Je n'ai nulle part où aller. J'ai besoin de plus de temps. Juste une nuit. Une seule nuit. Je l'ai contournée. Non. Elle a attrapé ma cheville, sa prise faible, désespérée. Tu ne peux pas être sérieux. Pas vraiment. Tu es juste en colère. Blessé. Tu le regretteras. Je regrette de t'avoir fait confiance, ai-je dit. Je regrette d'avoir cru que tu étais honnête quand tu disais que tu m'aimais. Je t'aime, a-t-elle crié. Je n'ai jamais arrêté. Je me suis libéré. L'amour ne se faufile pas derrière des portes closes pendant 1 an en prétendant que ce n'est rien. Elle s'est de nouveau effondrée, sanglotant plus fort maintenant. S'il te plaît, Roland. Je changerai. Je ferai n'importe quoi. Je l'effacerai. Il n'est plus rien maintenant. Tu es tout pour moi. Ces mots étaient frénétiques, chaotiques, se déversant comme un évier qu'on a laissé couler trop longtemps. Mais il était trop tard. Chaque supplique n'était qu'une preuve de plus de la durée pendant laquelle elle avait scénarisé ses mensonges. Tu as dit que c'était un collègue, ai-je murmuré. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit ces mots. Tu étais préparé, efficace. Tu n'as même pas bronché. Elle s'est figée. Je me suis penché légèrement. Et c'est ça qui met fin à tout. Pas le baiser, pas l'hôtel, pas le vin. La représentation. Tu n'as jamais pleuré quand tu mentais. Mais tu pleures maintenant parce que tu as perdu. Daniel n'a pas répondu. Elle est juste restée assise là,
muette, le souffle court. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air de la nuit est entré, frais et silencieux. Tu peux rester à l'hôtel ce soir. Je paierai pour ça. Mais demain matin, je veux que tu sois sorti de cette maison pour de bon. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti, j'ai tiré doucement la porte derrière moi et je me suis assis sur le porche, seul avec les étoiles. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. Mon téléphone a vibré. Une simple confirmation par courriel de mon avocat. Dépôt de la demande programmée. J'ai regardé la rue calme, les lumières des porches éteintes, les rideaux tirés, tout le quartier endormi. À l'intérieur de ma maison, tout s'était effondré. Mais ici, dehors, tout s'était enfin mis en place. Le matin est arrivé avec une précision cruelle. Pas de tempête, pas de drame, juste un soleil froid filtrant à travers les fenêtres et la faible odeur du dîner qu'elle avait tenté d'utiliser comme une offrande de paix. Il était devenu rassis pendant la nuit laissée intacte, oublié, tout comme ses promesses. Je me tenais dans le vestibule, habillé pour la journée, manteau sombre, chaussures cirées, mains calmes. Daniel se tenait au pied de l'escalier, une valise à la main. Ses yeux étaient creux d'une nuit sans sommeil, ses lèvres gercées par les supplications constantes. Elle ne ressemblait pas à la femme qui organisait autrefois des dîners parfaits, qui répétait son rire dans le miroir. Elle ressemblait à quelqu'un pris entre la panique et la résignation. Je n'ai pas proposé de l'aider avec son sac. Elle a serré la poignée plus fort, regardant autour de la maison comme si elle pouvait prendre sa défense. Ça ne semble pas réel, a-t-elle murmuré. Ça l'est. Ses doigts ont tremblé. Ai-je le droit de savoir où nous nous sommes trompés? J'ai croisé son regard. Tu sais où? Elle a hoché la tête lentement. Je pensais que je pouvais arranger ça avant que tu ne le découvres. Je pensais que je pouvais gérer ça comme si c'était juste un désordre que je pouvais nettoyer avant que ça ne déborde. Je suis resté silencieux. J'ai menti parce que j'avais honte. Mais je n'ai jamais voulu perdre ça. Sa voix s'est brisée. Te perdre. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit d'un ton égal. Tu m'as jeté. Daniel a ravalé ses larmes. Tu ne me regarderas vraiment plus jamais de la même manière? Je n'ai pas répondu à ça. Elle le savait déjà. Un klaxon de voiture a retenti à l'extérieur. Elle a sursauté. Je t'ai commandé une voiture, ai-je dit. Elle t'emmènera à l'hôtel. Elle a baissé les yeux, hochant lentement la tête. Quand elle a ouvert la porte, la lumière du soleil l'a frappée en plein visage. Elle s'est retournée une dernière fois, les yeux suppliants pour un signe qu'il y avait encore une porte ouverte quelque part plus profondément que celle en face d'elle. Roland. J'ai levé une main, non pas pour saluer, mais pour arrêter les derniers mots qui se formaient dans sa gorge. Elle est partie. Je suis resté là alors que la voiture s'éloignait, sa silhouette disparaissant derrière les vitres teintées. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle soit partie. Puis j'ai fermé la porte. Le silence à l'intérieur était maintenant complet. Pas lourd, pas tragique, juste honnête. Je suis retourné à la cuisine, j'ai débarrassé la vaisselle qu'elle avait mise la veille. Pas de musique, pas de voix, juste le léger cliquetis de l'argenterie et le rythme lent d'un homme récupérant son espace, une fourchette à la fois. Je me suis assis près de la fenêtre avec mon café. J'ai laissé la chaleur imprégner mes mains. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de grande catharsis, juste un retour lent et constant à la clarté. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un équilibre. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Tout a commencé par un appel que j'ai failli ignorer. Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Daniel. Le silence dans la maison n'était plus oppressant. Il respirait. J'avais pris l'habitude de marcher le soir, de dormir plus profondément, de manger plus simplement. La guérison n'est pas venue avec un feu d'artifice, juste avec moins d'ombre. Puis est arrivé le message vocal. Monsieur Dubois, c'est l'agent Simonet du commissariat du 14e. Nous devons discuter d'un incident impliquant des dommages matériels dans un restaurant du centre-ville. La vigne de velours. Vous n'avez pas d'ennui. Passez simplement quand vous pourrez. D'accord. Le miroir. Je suis arrivé cet après-midi-là, papier en main, prévoyant déjà comment rembourser le bistrot pour leur décoration. C'est moi qui l'avais cassé, après tout. Il semblait juste de réparer. Le commissariat était calme.
Quelques officiers à leur bureau, des néons bourdonnant au-dessus. Puis j'ai entendu une voix. Basse, amusée, familière. Vous êtes l'homme au miroir. Je me suis retourné. La femme derrière le bureau portait un blazer marine, des boucles brunes attachées, et un badge accroché à sa hanche. Son sourire était mi-amusé, mi-intrigué. Mélissa Tréant, a-t-elle dit en tendant la main. Gérante de la vigne de velours. C'est moi qui ai signalé les dégâts. Je me suis dit qu'il était temps que nous nous rencontrions. Je lui ai serré la main, surpris. Je ne m'attendais pas à ce que la gérante se présente au commissariat. Elle a haussé les épaules. Je ne m'attendais pas à ce que le type qui a fissuré un miroir avec son coude laisse une note d'excuse et propose de payer sans qu'on le lui demande. Dites que je suis curieuse. Un petit rire m'a échappé, le premier depuis des semaines. Ça m'a pris par surprise. Vous n'étiez pas obligé de venir, ai-je dit. Vous non plus, a-t-elle répondu. Mais nous voilà. Il y avait quelque chose de facile chez elle, de terre à terre. Elle n'insistait pas, ne fouinait pas, elle m'étudiait simplement comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un homme comme vous craque comme ça, a-t-elle demandé, sans méchanceté. J'ai hésité. Ça vous est déjà arrivé de découvrir tout ce que vous soupçonniez et de souhaiter avoir eu tort? Elle a hoché la tête. Bien sûr. Mais vous êtes toujours debout. Ça compte. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Elle m'a tendu un formulaire de paiement et je l'ai rempli en silence. Quand je le lui ai rendu, elle a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi. Je fais du café fort, a-t-elle dit soudainement. Et je pense que vous en auriez bien besoin. J'ai cligné des yeux. Est-ce une invitation ou une intervention? Elle a souri. Un peu des deux. J'ai souri, pour de vrai cette fois. Pourquoi pas? Si c'était votre vie, entreriez-vous dans ce café ou resteriez-vous un peu plus longtemps dans le silence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez déjà été confronté à une vérité qui vous a brisé pour ensuite trouver la clarté de l'autre côté, cliquez sur j'aime. Vous n'êtes pas seul. Chaque fin a son bilan. Et parfois, la paix est ce qui reste une fois que les comptes sont soldés.